Bonjour à toutes et à tous. Voici le dernier cours prévu au départ au programme pour Hernani. Donc nous passons à une partie numéro 5 dans laquelle on va évoquer la poésie hugolienne. Mais vous verrez que on en a déjà parlé d'une manière ou d'une autre quand on a évoqué notamment la scénographie, parce que oui, même en termes de scénographie, il y a une forme de poésie. La partie numéro 5 consistera à s'interroger sur l'aspect révolutionnaire ou non de la poétique d'Hugo dans son œuvre théâtrale et particulièrement dans Hernani. Dans cette séance 11, nous allons évoquer la poésie et la poétique en général hugolienne et ensuite nous travaillerons plus précisément le vers hugolien. À ce titre, je vous propose trois problématiques qui pourront venir étayer le cours et surtout l'organiser. Dans un premier temps, je vous propose d'abord de réfléchir à où s'observe la poésie dans Hernani, puisque n'est pas poésie uniquement le vers. Pourquoi Hugo ensuite, là on est vraiment plus dans la poésie en tant que telle et dans le vers, hein. Pourquoi Hugo va-t-il choisir les vers plutôt que la prose? Puisque vous savez que dans l'écriture littéraire, vers et prose s'opposent. Je rappelle, la prose, c'est des lignes continues, comme dans le roman, par exemple. Et puis le vers, c'est une ligne qui s'arrête en cours de page, puisqu'on a un compte bien précis de syllabes. Alors, bien sûr, dans l'évolution de la poésie, on a vu apparaître de la poésie en prose, hein. Ça veut donc dire qu'on n'est pas censé faire de la poésie uniquement avec des vers, évidemment. Reprenons les problématiques. Et puis ensuite, dans les vers hugoliens, on se posera la question s'ils sont la reprise du vers, hein, c'est notamment l'alexandrin. Est-ce que c'est une marque de classicisme chez Hugo ou bien est-ce que c'est une marque de modernité? Avant ça, donc du coup, on va voir en quoi Victor Hugo, même dans son œuvre théâtrale, est un poète au sens où une poétique est à l'œuvre. Pour cela, je vais vous orienter sur deux définitions de termes poésie. D'abord, étymologiquement, poésie, ça vient du verbe poiein en grec, qui veut dire créer et fabriquer. En somme, à partir du moment où vous créez et fabriquez, vous créez un autre monde, vous créez un autre univers, et donc vous faites ce qu'on appelle un acte artistique. Or, tout acte artistique a une forme de poésie, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconstitution ou de constitution d'un univers. D'accord? Donc, à ce titre, Hugo est un poète, même s'il ne fait pas de la poésie en tant que telle, en tant que genre littéraire, hein. Tout acte créateur a une forme de poésie, puisqu'on utilise un univers de symboles pour symboliser un espace, une pensée, etc., etc. Donc la poésie d'Hugo, d'une manière générale, est très perceptible. D'abord dans ses personnages, je vous l'ai évoqué, puisque les personnages d'Hugo ne sont pas de simples êtres de papier, mais leur construction est réfléchie. On a vu que dans la poétique des personnages d'Hugo, un personnage ne représentait pas l'humain en tant que tel, un humain, c'est la complémentarité de chacun des personnages qui va représenter la vérité humaine. Ça, c'est assez intéressant comme forme de poétique dans la conception des personnages même. Donc, ils forment un collectif représentatif de la psyché humaine. C'est ce qu'on avait expliqué notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Donia Sol et Hernani, qui à eux deux exprimaient deux tensions, l'un vers la mort, l'autre vers la vie, par exemple. Deuxième point dans lequel on peut observer une poétique chez Hugo, c'est évidemment dans le traitement de deux thématiques importantes dans la pièce, le traitement de la passion et du pouvoir. Et notamment, Hugo, pour figurer passion et pouvoir, utilise des images qui sont des formes de symboles qui permettent de mettre en évidence les deux thématiques, de les concrétiser. Voilà. J'aurais bien aimé que vous ajoutiez, là je viens juste de le voir, un S à inédite. Merci. Hop.
Ensuite, troisième point, dans la construction même de la scénographie, hein, donc à l'intérieur de son écriture théâtrale, de sa dramaturgie, on a vu que Hugo était un scénographe, et donc dans le travail des décors, la réflexion sur les décors, l'écriture des décors dans la pièce, notamment dans le rôle des accessoires, etc., il y a un pouvoir symbolique extrêmement fort. Et donc, comme le décor, les accessoires sont des choses signifiantes à eux-mêmes, ils forment une poétique. Je vous avais fait notamment travailler, autre exemple, sur la verticalité des décors, qui était assez intéressante et qui signifiait quelque chose dans Hernani. Hop, j'ai oublié de... J'ai fait une erreur ici, encore à nouveau, mais disons, je ne suis pas réveillée. Ici, à resserrer. Si on resserre. Donc, de fait, si l'on resserre un peu plus le sens du terme poésie, on va se diriger du coup vers la littérature davantage. La poésie chez nous est un genre littéraire, c'est-à-dire une catégorie littéraire au même titre que le roman ou le théâtre. D'accord ? À l'intérieur d'un roman ou à l'intérieur d'une pièce de théâtre, on peut avoir une part de poésie, donc une forme de poétique. Ça se trouve notamment quand on utilise les éléments propres de la poésie, c'est-à-dire la musicalité et l'image. Évidemment, quand on travaille ne serait-ce qu'un petit peu sur Hernani, on se dit que oui, il y a une forme de musicalité. Alors évidemment, dans l'usage de la musique dans la scénographie, mais pas uniquement, puisqu'il y a la ressource, puisqu'on utilise la musique, du langage dans Hernani, et on mobilise aussi énormément l'image, ce qu'on a déjà vu dans les cours précédents. Donc on comprend donc que notre œuvre théâtrale soit poétique, a un deuxième titre, c'est-à-dire en plus de ce qu'on vient de dire précédemment, puisqu'elle possède image et musicalité, notamment dans le vers. Alors, prolongeons, je vais expliquer. Hugo mobilise l'image, notamment avec le recours aux allégories. Je vous avais dit que j'y reviendrai quand on évoquait passion et pouvoir. On utilise aussi le bestiaire. Alors, on avait dit qu'Hugo s'inspirait largement de La Fontaine. Vous voyez que j'ai oublié un S, donc que je viens de corriger. Il utilise largement La Fontaine pour signifier notamment ce que c'est que le pouvoir et en faire une réflexion assez intéressante. Et dans la même idée, il utilise une histoire pour illustrer ou mettre en image ce que c'est que le pouvoir, et notamment en utilisant sous la forme de l'apologue. Au-delà de ça, on observe de nombreuses métaphores, de nombreuses comparaisons, comme on l'a vu dans les différentes séances. Hugo fait aussi le choix de la versification, de la tragédie classique. Il va utiliser en exclusivité l'alexandrin pour sa musicalité évidemment, mais pas seulement, c'est ce que je vais vous montrer dans les parties suivantes. Mais avant, il me semble important de rappeler ce que c'est qu'un alexandrin et de rappeler les règles de comptage pour l'alexandrin, histoire de mettre tout le monde à flot. Alors, voyons voir. Voilà, je vous ai pris un vers d'Hernani. Elle en meurt, il en rit, tous ces jeunes oiseaux. Ici, on a bien un compte de 12 syllabes. Une syllabe ne correspond pas nécessairement à une unité dans un mot. Elle correspond à un son dans un mot. Donc, du coup, vous avez ici 12 syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, dans un alexandrin, on a ce qu'on appelle une césure. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pause obligatoire au milieu de l'alexandrin. Et ça veut donc dire que le dernier mot est le mot le plus accentué, le dernier mot qui se trouve juste avant la césure. Idem pour le dernier mot qui se trouve à la fin de l'alexandrin. Donc ça nous fait 6 ici, je reviens. Tous ces jeunes oiseaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait donc 6. Ces deux parties, 6 et 6, c'est ce qu'on appelle en poésie un hémistiche. Donc, autrement, hémistiche. Donc, moralité, il y a deux hémistiches dans un alexandrin, il y a un hémistiche de part et d'autre de la césure.
Voilà pour le rappel de la construction d'alexandrin. Autre élément que je voulais vous montrer, pour pouvoir compter ces syllabes, il faut être capable de mobiliser deux petites règles assez simples sur le E muet. D'abord, quand vous avez un E comme ici, qui est suivi d'une autre voyelle, on a ce qu'on appelle une liaison. Donc c'est pour ça ici vous avez une seule et même syllabe. On ne dit pas elle en meurt, elle dit elle en meurt. Donc du coup on a comme une liaison. Et donc du coup le E muet est comme aspiré par la voyelle suivante. D'accord. Et admettons, parce que là, ça s'y prête pas, hein, admettons ici qu'on ait eu un E en fin de vers. Le E de fin de vers n'est pas compté. C'est-à-dire que la dernière syllabe, si elle contient un E, n'est pas comptée. Voilà les deux règles qui sont importantes, sinon vous ne tomberez jamais sur vos pieds. Il y a d'autres éléments que je pourrais évoquer, mais là n'est pas le but de la manœuvre. Donc à vous de jouer, je vais vous demander de couper la capsule quelques secondes. Je vous ai mis un deuxième verre ici et je vous demande de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de mettre des slash pour chaque syllabe et de placer la césure. Hein, donc la césure est ici, d'accord, et du coup d'encadrer vos hémistiches ici, d'accord. Donc vous arrêtez votre capsule et puis vous faites le travail et ensuite moi je vous propose une correction quand vous relancerez la capsule. Bien, alors voilà la correction qui arrive. Donc vous avez une césure qui se trouve juste derrière le haut de trône, d'accord, donc au milieu du mot. Ça c'est typique de chez Hugo, on en reparlera, d'accord. C'est qu'il fait des enjambements à la césure. Bref, c'est pas grave, on laisse de ça de côté. Donc vous avez d'abord, donc bien sûr 12 syllabes, et vous avez d'abord à compter les syllabes ici. Vague, qui, broie, un, trop. Jusque là ça va, d'accord. Né. Alors du coup vous avez ici une liaison entre le E du trône et le E, puisque c'est suivi, le E du trône est suivi d'une voyelle, donc on a une liaison et donc on englobe le son syllabe, d'accord. Qui, berce, et là du coup de nouveau vous avez à englober les deux sons, puisque le E est suivi d'un autre son voyelle, berce, un tombeau, d'accord. Donc ça nous fait 6 et 6, la césure est ici. Donc l'hémistiche 1 se trouve là et l'hémistiche 2 ici. On reviendra sur ce vers-là qui est assez intéressant et qui a d'autres particularités. Donc effectivement, Victor Hugo a une forme de poétique pour diverses raisons, et notamment pour l'usage du vers plutôt que de la prose. Mais on peut se poser la question alors, pourquoi le vers plutôt que la prose chez Hugo, lui qui est un romantique et qui, comme tous les autres romantiques, devrait porter l'idée qu'il est préférable d'utiliser la prose plutôt que le vers, hein, puisque la vers n'est pas, selon les romantiques, assez naturel. Alors, plusieurs raisons poussent Victor Hugo à lire le vers, à l'inverse de nombreux romantiques qui le bannissent, hein, puisqu'on accuse le vers de brider l'émotion et le naturel, et on l'accuse aussi d'un excès de classicisme. Alors le choix d'Hugo à cet égard peut paraître très surprenant, puisque Hugo est le grand maître le grand-père du romantisme. D'abord, Hugo souhaite donner la même noblesse au drame qu'à la tragédie. Il est hors de question que le drame soit tout de suite catalogué sur un genre peu noble comme la comédie ou le vaudeville. Donc du coup, pour lui, c'est une façon de donner ses lettres de noblesse au drame. Ensuite, comme le drame est un théâtre qui se veut populaire, c'est une façon de faire profiter à l'oreille du public populaire la virtuosité du vers. Hugo ne veut pas faire de classement ou de catégorisation sociale sous prétexte que le drame s'adresse à tous. Ensuite, comme
Hugo est conscient que dans la tragédie, il y a le ver. Il va un peu débrider le ver, il va lui donner un peu moins de- il va peut-être lui enlever un petit peu de noblesse pour justement faire ce que le drame est censé faire, c'est-à-dire rassembler comédie et tragédie. La comédie étant classiquement écrite en prose, parce que plus vulgaire, et la tragédie était écrite en vers, parce que plus noble. Seulement Victor Hugo, je vous l'ai dit à l'instant, va utiliser un verbe un peu plus débridé, on en parlera plus tard. Donc ce mélange tragédie-comédie est observable dans le choix du vers par Victor Hugo, un vers particulier dont on parlera plus tard. Ensuite, le but est d'offrir au texte théâtral une forme de cristallisation du sens et de l'idée. Alors, je vais y aller être un peu plus précise. Cristalliser le sens et l'idée, ça veut dire les concentrer dans une forme très contrainte. Et Hugo est persuadé que dans la forme contrainte du vers, on fait encore mieux émerger la substantifique moelle d'une idée, parce qu'on a une forme de contrainte. Ainsi, il dit que dans la préface de Cromwell, que le vers permet la forme optique de la pensée, c'est-à-dire qu'il fait jaillir l'idée. Voilà pourquoi il convient surtout à la perspective scénique. Fait d'une certaine façon, il communique son relief à des choses qui, sans lui, paraisseraient insignifiantes et vulgaires. Donc le vers permet de relever, de mettre en lumière la vérité des choses, quelles qu'elles soient. Enfin, par l'emploi particulier du vers et de la ponctuation, ce que nous allons voir dans la partie 3, où je reviendrai dessus, il y a un intérêt scénographique, l'intérêt d'un metteur en scène qui se cache derrière le vers, puisque le vers a une fonction dramaturgique, parce que chez Hugo, comme le vers est tellement millimétré, qu'il impose en fait aux acteurs une forme de diction obligatoire. Non seulement parce que c'est un vers, mais en plus, je reviendrai dessus plus tard, parce que Hugo va vraiment ponctuer son vers, de sorte que les acteurs vont pas avoir une grosse marge de manœuvre dans la diction. Voilà ce qu'il dit dans la préface de Cromwell. Mais cette forme est une forme de bronze qui encadre la pensée dans son maître. Donc dans son maître, c'est dans la forme du vers, sous laquelle le drame est indestructible, qui le grave plus avant dans l'esprit de l'acteur, avertit celui-ci de ce qu'il omet et de ce qu'il ajoute, l'empêche d'altérer son rôle, de se substituer à l'auteur, rend chaque mot sacré. L'idée trempée dans le vers prend soudain quelque chose de plus incisif et de plus éclatant. Ce qui me semble important ici, c'est au moins ceci. Il avertit l'acteur de ce qu'il omet et de ce qu'il ajoute, l'empêche d'altérer son rôle, de se substituer à l'auteur. Donc vraiment, il y a l'idée chez Hugo d'avoir un petit peu la main mise sur le jeu théâtral ainsi. D'accord ? En plus de l'idée que le vers fait jaillir l'idée. Mais alors, si Victor Hugo utilise le vers, est-ce qu'il en fait un emploi moderne ou est-ce qu'il en fait un emploi classique ? Ça, c'est le propos de tout l'objet d'étude. Est-ce que finalement, Hernani, ce mythe de la pièce comme une pièce rebelle, révolutionnaire, etc., est-ce que ça, c'est perceptible véritablement dans la versification même de chez Hugo? Alors d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les contemporains d'Hugo, quand ils ont entendu la pièce, au pire, ils ont pensé qu'Hugo était maladroit dans la forme de son vers, mais jamais ils n'ont pensé que c'était vraiment un acte révolutionnaire que de proposer un nouveau vers dont on parlera tout à l'heure. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que dans tous les cas, Hugo reprend les préceptes classiques pour construire son vers. Donc il n'est pas révolutionnaire en soi, mais qu'il y met sa petite touche personnelle et que du coup on passe au vers hugolien et pas seulement au vers classique. D'accord ? Ça, c'est l'idée que je vais développer avec vous dans le A et dans le B. Donc pour l'anecdote, en 1885, donc quelques années bien après l'écriture d'Hernani, dans un poème, Réponse à un acte d'accusation,
Victor Hugo va fustiger l'alexandrin. Il va dire: j'ai pris la Bastille des rimes, j'ai jeté le vers noble au chien noir de la prose. D'accord. Mais en fait, des années plus tôt, preuve que la pensée d'un auteur et sa production évoluent, des années plus tôt, il n'est pas aussi catégorique, et Hugo va reprendre l'alexandrin pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure dans le Grand 2. D'accord. Hugo va donc reprendre le vers classique et va l'honorer. Parce que Hugo est un grand maître de poésie, c'est un très grand poète, donc il est capable de s'approprier les règles poétiques et de pouvoir jouer avec elles. Donc ainsi on observe dans Hernani qu'Hugo est particulièrement attentif au maître, c'est-à-dire à la forme du vers. On le voit notamment dans son usage de la licence poétique. Qu'est-ce que c'est que la licence poétique? C'est un passe-droit qui permet aux poètes de s'octroyer des libertés avec l'orthographe afin d'obtenir un compte juste et exact de syllabes. Donc un exemple de licence poétique assez connu et qu'utilise Hugo assez fréquemment, c'est que en fait sur certains mots, on modifie l'orthographe. Vous avez comme ici comme exemple encore qui peut s'écrire avec un E ou sans E. Et selon sa place dans le vers, si on lui enlève le E, ça nous enlève une syllabe évidemment. Autre élément, Hugo, au-delà de la licence poétique, va se permettre de modifier légèrement la syntaxe habituelle des phrases pour créer l'harmonie et le retour du maître alexandrin. Il utilise notamment ce qu'on appelle en poésie l'hyperbate ou la métaposition. Moi, j'utilise davantage le terme métaposition. Ça consiste à modifier l'ordre classique des syntagmes dans la phrase. Autrement dit, dans la phrase, il y a déjà des groupes préformés quand on étudie la grammaire. Et généralement, ils ont un ordre bien précis dans une phrase plutôt conventionnelle. Eh bien, Hugo va modifier l'ordre des syntagmes, c'est-à-dire des groupes de mots dans la phrase, pour pouvoir avoir un compte juste de syllabes. Je vous donne un exemple. Vers 820, par exemple, il écrit « Belle à genoux à faire tomber un pèlerin » plutôt que « Belle à faire tomber à genoux un pèlerin ». Vous voyez que genou a été déplacé pour éviter à Hugo d'avoir une 13e syllabe. D'accord ? Je vais essayer d'être plus précise, je vais vous faire le comptage. Bon, je viens de me rendre compte en effectuant le travail que m'avais fait une erreur, j'avais recopié le même alexandrin. Donc l'alexandrin est « Belle à faire à genoux tomber un pèlerin ». Et donc du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4. Ici, on gagne une syllabe puisqu'on a une liaison entre le E et le A. Genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À genoux, on a la césure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 syllabes. D'accord ? Alors que dans un schéma normal, on est bloqué et on se retrouve avec 13 syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Par ailleurs, autre usage qui nous montre que Hugo exploite toutes les ressources du vers classique, c'est qu'Hugo est très sensible à la rime. Et donc du coup, il va produire des rimes riches, voire très riches, notamment, alors des rimes très riches, c'est donc on dépasse le 300 communs en fait, funèbre et ténèbres. Là, vous avez vu N de N jusqu'à bre, on se retrouve avec une quantité de sons communs. N, E, B, R, E. On a beaucoup de sons communs et donc c'est une rime très riche. Hugo mobilise toutes les ressources de la rime, même pour aller signifier des choses. Et du coup, le fait qu'il y ait certains mots à la rime, ça associe des mots et donc ça crée un sens implicitement, notamment sur les personnages. Par exemple, quand on associe Allemagne à Charlemagne,
pour évoquer l'Empire dans la figure de Charlemagne même. Enfin, Hugo reste assez classique dans son emploi du vers, car il respecte le fameux précepte de la pause à la césure. Ce ne sera pas le cas tout le temps. D'ailleurs, on l'a vu dans le premier vers que vous aviez à travailler. C'est Boileau, au XVIIe siècle, qui crée un art poétique et qui rigidifie ces règles. Il dit dans son art poétique que toujours dans vos vers, le sens coupant le mot suspende l'hémistiche, en marque le repos. Donc ça veut dire que à la fin du premier hémistiche, on a le sens qui est suspendu, donc là, une forme d'arrêt dans le vers, et qui va reprendre ensuite après la césure avec le deuxième hémistiche. Donc il y a vraiment l'idée dans la construction du vers qui est une forme de scansion particulière dans le vers, une forme de diction qui impose une pause au milieu du vers. Et en plus, Hugo propose largement des vers correspondant à cette règle, tout en sachant qu'il s'octroie quelques petites libertés, puisqu'il crée d'autres formes de pause à l'intérieur de chacun des hémistiches. Vous allez voir. Donc, elle en meurt, il en rit, tous ces jeunes oiseaux. On y a déjà travaillé, ce vers. Vous voyez qu'on a bien une césure, une pause, ça se voit avec le point. Donc ça veut dire qu'au niveau du sens, on a respecté la pause grâce à la césure. Mais vous observez que Hugo, déjà, est en train de créer un petit rythme particulier, 3-3. Elle en meurt, il en rit, tous ces jeunes oiseaux. Donc il crée un rythme à l'extérieur, enfin en dehors de la césure, de part et dans les hémistiches. Autre forme de rythme, à l'aube vive et peinte, au langoureux ramage. Là, du coup, vous avez 4 syllabes plus 2, donc on retrouve au bout de chaque hémistiche. Et là, un peu plus particulier, oh mon amour n'est point comme un jouet de verre. Là, on a carrément des ruptures qui sont inattendues. Oh qui forme une seule syllabe, mon amour n'est point comme un jouet de verre. D'accord Donc là, on voit que chez Hugo, on commence peu à peu à trouver d'autres atours, d'autres intérêts pour créer du rythme dans l'alexandrin. Donc on voit bien que Hugo joue avec le rythme pour créer des ruptures. Dans l'exemple qu'on a déjà cité, vous allez voir, il se sert vraiment du rythme de l'alexandrin pour signifier des choses. Bon, dans cet exemple, on peut observer une césure ici, mais Hugo crée des mini-césures. Vague qui broie un trône, ça fait 4 plus 2. Et qui berce un tombeau, donc là, et qui berce 1, 2, 3, plus 3. On observe bien que la suite du vers, donc deuxième hémistiche, est beaucoup plus équilibrée que le premier, parce qu'on vient porter l'idée que porte, enfin on vient soutenir l'idée que portent les verbes broyer et bercer. D'accord ? Donc il y a vraiment l'idée dans la construction de l'alexandrin chez Victor Hugo de soutenir un sens. Donc on voit tout à fait que Victor Hugo mobilise avec adresse toutes les vertus classiques de l'alexandrin, mais il va proposer des formes d'innovation et de modernité. C'est en ça que sa poétique pourra paraître révolutionnaire. Et il utilise ce qu'on appelle le vers brisé. Il cherche donc, Victor Hugo, à sortir des entraves du vers classique et lui conférer un plus grand naturel. Il déclare à ce titre vouloir briser à propos et déplacer la césure. Vous voyez qu'il a déjà commencé un peu à le faire en faisant des mini-coupures déjà dans les hémistiches. Il souhaite du coup rapprocher de cette manière-là le vers classique de l'oral et du parler. À ce titre, il y a un linguiste qui s'appelle Méchonique qui précise
Ce n'est pas du parler en vers, ce sont des vers parlés. Hugo dessert à sa façon le mécanisme rigide du verbe. C'est-à-dire qu'il va faire peu à peu sauter cette césure pour créer ses propres ruptures, créer au bon endroit, au bon moment, un autre rythme, une perturbation de l'alexandrin, qui souvent chez Hugo, même si elles sont peu nombreuses chez Hernani, signifie un désordre dans les émotions des personnages. Donc, notamment, Victor Hugo utilise ce qu'on appelle le trimètre, c'est-à-dire qu'on n'a plus quelque chose de binaire dans l'alexandrin, c'est-à-dire hémistiche 1 et hémistiche 2. Il va créer des césures à 2 endroits dans le vers pour créer trois morceaux dans le vers. Donc, dans un petit nombre de vers, mais assez pour qu'ils ressortent totalement au milieu des alexandrins, qui seront bien millimétrés, bien organisés. On observe du coup chez Victor Hugo des vers sans césure centrale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de découpage en 2 temps, mais au contraire on trouve des alexandrins coupés en 3. Et donc du coup ça va créer une alternance dans la scansion classique et la scansion rompue d'Hugo. Et ça va mettre en évidence, ce que je vous l'avais dit, l'émotion des personnages. Par exemple, quand Hernani fait difficilement sa déclaration à Doniasol, il lui fait un joli alexandrin bien organisé. Chante-moi quelques chants comme parfois le soir. Alors là, chante-moi quelques chants comme parfois le soir, ça vous fait ceci comme découpage, je vous montre. Chante-moi, 1, 2, 3, quelques chants, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. La césure est ici, d'accord? Et vous voyez qu'il y a une césure au bon endroit, on n'est pas en plein milieu d'un mot, il n'y a pas d'enjambement en fait dans la césure, hein, comme parfois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un alexandrin parfaitement équilibré. Et juste derrière, eh bien, on va trouver ce qu'on appelle un trimètre qui va montrer la perturbation de l'émotion de Hernani. Tu m'enchantais avec tes pleurs dans ton œil noir. Alors là, on n'est plus du tout dans la même rythmique. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, on se retrouve avec, comme si on avait 3, 4, 4, 4 et donc 3 parties. Une petite remarque, hein, classiquement, dans un vers, on dit qu'on a un enjambement quand le verbe déborde au vers suivant. D'accord ? Là, on a un enjambement au milieu du vers. D'accord ? Mais je vais reprendre les schémas classiques pour que je puisse être précise. Donc, classiquement, un enjambement, c'est ça. Donc, je fais 2 lignes de poésie. D'accord ? Et le sens coule et le vers continue de couler dans la suite du vers. D'accord ? On peut aussi parler de ce qu'on appelle un rejet. Je vous fais un dessin d'un rejet. Donc c'est pareil, on va déborder sur le vers suivant, mais pas très longtemps en fait. Comme ça. Et puis là, j'ai besoin de quelques syllabes, 2 ou 3. C'est ce qu'on appelle un rejet. Mais dans tous les cas, le vers continue de couler. D'accord ? Ça crée une forme d'harmonie. Je pense que vous avez dû apprendre avant ce qu'on appelle le contre-rejet. Alors là, rien à voir, du coup, rythmiquement. Ça ressemble à ça. Donc vous avez un point, admettons, ici, là, quelques minutes avant la fin du... quelques syllabes avant la fin du vers. Et là, vous avez une nouvelle unité de sens qui démarre, comme ça. Ça, c'est un contre-rejet. Voilà.
Donc l'enjambement dans cette diction crée de manière assez naturelle un effacement de la rime, hein, puisque comme je continue le vers ici, ben, j'oublie la rime, hein, qui se trouve à la fin. D'accord? Et comme ça crée un effacement de la rime, et ben, du coup ça fait oublier la forme très scandée du vers. Hein. Chante-moi quelques chants comme parfois le soir tu m'en chantais avec des fleurs dans ton œil noir. Vous voyez bien que en fait le vers continue et on finit par oublier soir. Autre exemple un peu plus évident. Le collier est d'un beau travail, le bracelet est rare, mais 100 fois moins que la femme. Alors là, c'est super intéressant, puisque ici, là, on a un enjambement à la césure, d'accord? Puisque au bout du compte, la césure, elle se trouve ici, là, avant travail. Donc, on est forcé de dire d'un beau travail, d'accord? Donc, on a un enjambement à la césure. Et puis après, on observe du coup un rejet, puisque la suite du vers se continue est rare, d'accord? Et ça continue, d'accord? Le bracelet est rare, mais 100 fois moins que la femme. Vous voyez? J'écris la bracelet, veuillez me pardonner. Évidemment, c'est le bracelet. Hein. Autre proposition, à vous de jouer, vous éteignez la capsule, là vous arrêtez, à vous de trouver une particularité du vers brisé d'Hugo. Rendez-vous juste après pour la correction. Là, de la même manière, vous voyez, on observe un enjambement à la césure, hein, un homme comme sont tous les autres. On se voit guère coupé en faisant un homme comme sont tous les autres, ça c'est pas très joli. Donc un homme comme sont tous les autres. Et là, du coup, on a de nouveau un rejet, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Alors évidemment, ces petits vers brisés vont un petit peu embêter les acteurs, puisque ça va leur imposer une autre forme de diction et pas un automatisme de pause à la césure. Et puis un autre élément qui vient un peu perturber les acteurs dans la scansion du vers, c'est l'usage de la ponctuation qui va imposer une diction bien particulière. Alors la ponctuation, elle est très perceptible, alors évidemment dans les virgules, mais en fait Hugo va faire un usage très particulier du tiret et du point d'exclamation. Alors les points d'exclamation sont très très nombreux chez Hugo et ils imposent des pauses. Et les tirets, c'est la même chose. C'est comme si c'était des didascalies qui imposaient à l'acteur de s'arrêter. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du metteur en scène chez Victor Hugo dans le fonctionnement de ces vers. Et d'ailleurs, les acteurs du théâtre français ont été assez décontenancés par cette forme de tyrannie, alors c'est mon terme hein, évidemment, de l'écriture du vers hugolien, qui impose ce qu'on appellerait presque dans un langage musical un soupir. Comme si en fait Victor Hugo imposait une partition musicale à ses acteurs. Regardez, mes amis, on est obligé de faire 3, un flambeau, 1, 2, 3, son ombre à la fenêtre. Donc on est vraiment obligé de faire 3, 3, 6. D'accord Donc ça, c'est lié à l'usage du point d'exclamation qui impose la pause. Jamais jour ne me fut plus charmant à voir naître. Hâtons-nous, donc la obligation de faire l'enjambement, d'accord, qui fait oublier la rime, faisons-lui le signal qu'elle attend, là, arrêt. Il faut frapper les mains 3 fois, et là, on voit apparaître quoi? On voit apparaître un tiret qui impose à l'acteur de faire un enjambement à la césure, et ensuite de perturber en réalité la fin de son vers en faisant 3 et hop, enjambement en fin de vers, ce qui fait bien sûr encore une fois oublier la rime, d'accord? Mes amis, vous allez voir. À nouveau, même chose avec un tiret,
d'accord, et encore un tiré qui impose des soupirs. Alors là, le tiré, il est doublé par les points de suspension, évidemment, hein, d'accord. Donc effectivement, Hugo est un véritable métronome en termes de versification et il impose véritablement son vers brisé aux acteurs. Pour conclure, du coup, Hugo, à bien des égards, nourrit une véritable poétique, hein, une véritable façon d'écrire le texte théâtral euh, qui lui est propre, hein, alors soit dans la scénographie, soit dans la construction de ses personnages, mais aussi dans l'écriture de son vers. Qui certes n'a jamais été vu comme une atteinte au classicisme, parce que les gens ont perçu des maladresses, mais quand même on observe une volonté quand même d'avancer dans la poésie. Hugo agit à sa propre manière. On ne peut pas dire qu'on a un vers révolutionnaire, on dit qu'on a un vers finalement hugolien, propre à Hugo. Il agit comme un compositeur d'images, mais aussi un compositeur de musique, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une poétique véritablement dans le texte théâtral d'Hernani. Une petite remarque, Hernani, quelques années plus tard, va être joué à l'opéra, donc adapté à l'opéra par Verdi, preuve, s'il en est, que la musicalité de la pièce a été entendue. Hein, et donc que Verdi s'est dit que certes cette pièce pouvait vraiment passer à l'opéra. Bon, sachant évidemment que cet opéra est en italien, d'accord, pas en français, donc on ne reprend pas les termes d'Hugo. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, hein, c'est à observer la petite captation que j'ai trouvée d'Hernani monté à l'opéra de Monte-Carlo. Je vous mets le lien dans les devoirs sur Pronote et puis dans le mail que je vous ai consacré. Ça vous servira de prolongement. Je vous remercie pour votre écoute sur cette dernière séance, même si je vois bien que vous êtes de moins en moins nombreux à les suivre.